Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je suis à Montréal avec Sarah. Sarah qui est donc d'ici, vous allez l'entendre. Et Sarah qui est une investisseuse immobilier chevronnée puisque Sarah possède 36 appartements en tout, sachant qu'elle n'a que 27 ans, elle va sur 28 ans bientôt. Et elle a commencé en 2008, donc il y a 5 ans. Oui. Donc Sarah, je te laisse te présenter, expliquer un petit peu ton parcours. Donc, je m'appelle Sarah, je suis originalement diplômée en communication et politique. J'ai jamais travaillé dans ça. Ma première entreprise, ça a été une entreprise de rénovation, construction. Donc, j'ai toujours été intéressée par l'investissement immobilier, mais c'est certain que pour investir dans l'immobilier, ça prend un bon cash down pour faire le premier achat. Donc, j'ai réussi à obtenir l'argent pour le faire en faisant des contrats de rénovation. Puis, le premier achat que j'ai fait, en fait, ça a été 2 immeubles de 6 logements. Puis, depuis ce temps-là, en fait, j'en ai acheté à chaque année, tout le temps en me basant sur l'augmentation des revenus, l'augmentation de la valeur, en refinançant l'immeuble à court terme pour pouvoir dégager une équité et acheter des nouveaux appartements. D'accord. Et donc, ne serait-ce que l'année dernière, tu as acheté 3 immeubles. Oui, l'année dernière, j'ai acheté 3 immeubles. Ça a été une transaction qui a été assez particulière parce que c'était des immeubles voisins à ce que j'avais déjà. Puis la personne qui les possède voulait se départir de ces 3-là parce que lui, il a une stratégie qui est plus à court terme. Donc, d'achat-revente. D'achat-revente, c'est ça. Donc, il ne garde jamais ses immeubles plus que 5 ans. Donc, chaque investisseur peut avoir des tactiques différentes. Stratégies. Donc, nous, il nous avait fait une offre qui était assez intéressante dans le sens où c'était des achats qui ont été faits avec 0 comptant. Donc, on payait le notaire... Sans apport. C'est ça, donc sans apport de nouvel argent. Et dans le fond, la mise de fonds était financée en tant que balance de prix de vente par le vendeur. Mais ce qui arrivait, c'est que l'augmentation, l'inflation de l'immobilier et le potentiel d'augmentation des loyers couvrait la balance de prix de vente qui est payable dans 5 ans. Donc, sans mettre de nouvel argent, on avait fait le calcul qu'acheter les immeubles, c'était payé par eux. Ils allaient être payés par eux-mêmes finalement dans 5 ans. Ils allaient se payer tout seuls. C'est ça. Et donc toi, en fait, si tu as pu acheter autant d'appartements, 36 en seulement 5 ans, c'est parce qu'en fait, tu achètes par bloc. Oui, ben en fait, c'est du cas par cas. La première transaction, ça a été 2 6 logements par la même vendeuse. Elle, ça faisait des 30 ans qu'elle avait ça. Elle voulait s'en départir. On a été visiter, on a négocié, on s'est bien entendu. Le prix d'achat était très faible aussi, compte tenu que c'était à ce moment-là 12 appartements pour 204 000 $. C'était vraiment pas cher la porte, mais c'est quand même ce qui nous a permis de commencer parce que ces appartements-là, ils n'étaient pas nécessairement en bon état, mais étant donné que j'avais un background connexe en rénovation, ben, j'ai pu augmenter les revenus par le biais de subventions aussi qui sont disponibles au Québec pour la revitalisation de ces logements-là. Puis, une fois reloués, on a pu aller chercher une équité en faisant réévaluer à la nouvelle valeur de l'immeuble. Ouais. Ce qu'on ne peut pas faire en France, malheureusement. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, là, tu en as 36. Tu comptes t'arrêter à combien? Quel est ton objectif? Il n'y a pas de limite. En fait, présentement, étant donné que la machine est partie, ce qu'on fait, c'est qu'on y va vraiment pas à pas. À chaque année, on fait réévaluer les immeubles qui ont été rénovés pour savoir l'équité disponible, puis les immeubles actuels rachètent les nouveaux achats. Donc, l'année passée, ça a permis de doubler le parc. En fait, l'année passée, on a acheté 3 immeubles, mais c'est toujours exponentiel. Donc, plus ça grossit, plus... Tant que tu peux, tu vas continuer. C'est ça. Puis, c'est un petit peu une courbe, là, dans le sens où, du moment que c'est parti, plus tu en achètes, plus tu as d'argent disponible rapidement aussi. Là, le plus dur, c'est vraiment le premier achat parce que tu as l'argent à trouver, qui est de la vraie argent. Puis après ça, c'est vraiment l'équité ici qui permet de pouvoir grandir rapidement. Puis aussi, c'est sur les contacts. Exemple, là, c'est un voisin par hasard, ça n'a pas été affiché, donc c'est un petit peu un pocket listing, comme on peut dire, qui a permis de faire une transaction avec une balance de prix de vente. Donc
Donc ça aussi, c'est une tactique qui est assez populaire ici, c'est les balances de prix de vente par le vendeur. Donc quand la personne n'a pas les fonds, mais n'a pas nécessairement besoin de son argent tout de suite pour réinvestir dans un autre immeuble personnellement, lui, immédiatement, ben, il peut accepter une balance de prix de vente de 2 ans, 3 ans, 5 ans, selon un taux d'intérêt qui est assez avantageux aussi, puis ça te permet d'avoir l'accès à la propriété. D'accord. Et donc quand tu parles de listing, comment tu trouves tes biens de manière générale, si ce n'est là un petit peu le hasard, donc quelqu'un qui avait un truc à vendre, comment tu fais de manière générale pour trouver tes biens? De manière générale, comment je procède, c'est que il y a un site au Québec qui rassemble tous les affichages de tous les agents d'immeubles. Ça, c'est MLS ou Realtors, REALTORS.com. Tous les affichages au Québec sont là-dessus. Donc, tu mets tes critères, soit ton prix d'achat ou la superficie, le nombre de logements que tu désires. Puis après ça, il va te sortir, selon les critères que tu as choisis, la liste de tout ce qui est en vente partout online. Je travaille avec un dossier que j'ai monté, c'est un cruncher que j'appelle ça, mais en fait, ce que c'est que tu rentres toutes les informations propres à l'immeuble, donc le prix de vente, le nombre de logements, toutes les taxes municipales, scolaires, toutes les dépenses opérationnelles, d'un fonds de prévision, le taux de rendement désiré. Puis, c'est vraiment une calculatrice qui te donne, selon tous tes critères d'achat, tes critères de rendement, les dépenses courantes, les revenus actuels et potentiels, quel est le prix maximal à payer. Donc, une fois que tu as évalué le prix maximal à payer, c'est vraiment le go or no-go. Feu rouge ou feu vert. Feu rouge ou feu vert. Si l'immeuble est évalué ou est mis en vente légèrement au-dessus du prix maximal à payer, tu peux négocier. À ce moment-là, on peut procéder à faire une offre d'achat pour entamer une négociation. Si on voit qu'il y a un écart qui est trop grand, je le mets de côté puis je vais me concentrer sur ce qui est le plus probable de fonctionner. C'est certain qu'il y a différentes techniques. Exemple, tu veux acheter, mais tu n'es pas nécessairement pressé. Tu peux faire des offres qui sont plus agressives. Donc, tu vas à la pêche, tu envoies des offres massives. Là, tu peux en envoyer 20, 30, qui sont plus agressives, mais peut-être que il y a quelqu'un qui va répondre qui, lui, est très motivé à vendre. Donc, c'est ça que tu veux aller chercher dans le marché. C'est pas ceux qui veulent peut-être vendre, c'est ceux qui sont tannés d'être en vente et qui veulent s'en débarrasser. C'est là où tu... Et ça, c'est un outil que tu as développé toi-même ou c'est... Oui, c'est un outil que j'ai développé moi-même pour vraiment avoir une espèce de critères non émotionnels. Donc, c'est vraiment je regarde pas les images, je regarde pas ce que j'achète. C'est d'abord, il faut que les chiffres fonctionnent. Une fois que les chiffres fonctionnent, l'offre d'achat va être conditionnelle à la visite. Puis là, on va continuer. Dans le fond, là, va être conditionnel à la visite. Si ça fonctionne, on continue. Si ça fonctionne pas, on laisse tomber. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et donc, du coup, là, tu as 36 appartements et ça te prend du temps à gérer. Ça prend combien de temps par jour? Ça prend 0 heure par jour présentement. Parce qu'étant donné que je suis au MBA, en fait, j'ai délégué la gestion opérationnelle à mon collègue de travail. Mais originalement, quand je le faisais, c'était par-ci par-là. C'est sûr que quand c'est des subventions, des grosses rénovations, l'été, c'est plus demandant parce que c'est le moment où c'est plus actif au niveau des rénovations. Mais on parle en manière générale. Là, en termes de gestion des locataires. Oui, en termes de gestion des locataires, là, c'est peut-être l'équivalent d'un 15 heures par mois, principalement situé en début de mois parce que c'est toute la collecte des loyers, la comptabilité, etc. 15 heures par mois pour gérer 36 appartements, donc moins de 30 minutes par appartement, on peut dire. Oui, si on le calcule. Mais tu pourrais déléguer comme tu l'as fait. Oui, mais c'est toujours, c'est délégable. Il y a des compagnies qui font ça. À l'interne, moi, je me suis associée avec quelqu'un qui, lui, avait plus de temps pour le faire, donc il y a une prime là, pour gérer ça présentement. D'accord. Ok, mais oui, ce qui est bien par rapport à vos recherches justement de biens, c'est que vous êtes vachement transparent sur les annonces. Je regardais encore hier des annonces à Montréal même. Donc tu as un immeuble à vendre, il y a 6 appartements dedans et tu vas avoir le loyer de chaque appartement. Alors que nous, en France, tu auras un immeuble à vendre, on ne sait pas quel est le montant des charges, on ne sait pas quel est le montant des loyers, on ne sait pas... C'est un peu tabou. Donc vous avez un petit peu ce côté américain, anglo-saxon, vous êtes plus transparent et on peut voir directement si ça vaut le coup de se déplacer ou pas. Alors qu'en France, c'est parfois
plus difficile. Tu sais, c'est un petit peu tabou l'argent en France, Oui. donc ils veulent pas dire les chiffres. Même si tu appelles, il faut se déplacer, venir à l'agence pour. Ouais, Ça, ça, c'est un petit peu pénible. c'est complètement différent ici, en fait, parce que si c'est connu dans le marché des investisseurs sérieux que si tu vas visiter avant d'avoir déposé un offre, c'est parce que tu sais pas du tout qu'est-ce que tu fais. Ouais. En fait, tu vas probablement te faire plus arnaquer en pensant bien faire et aller visiter avant. La formule là, qui est 95% des gens font, c'est qu'ils envoient une offre d'achat conditionnelle à la visite. Puis après ça, on continue si le prix si le prix déposé peut convenir au Ouais. vendeur. Mais on va pas aller faire du lèche-vitrine là, si on veut sans avoir eu les informations financières. C'est vraiment ça la base. Là. Puis je pense que c'est ça aussi la différence entre acheter un immeuble qu'on veut habiter pour soi, qui peut être un achat qui est plus émotionnel, ou un achat financier qui est carrément de l'investissement. C'est de l'argent qui est placé dans l'immobilier, mais qui est fait pour Ouais. rentabiliser. Donc, on va aller chercher une rentabilité et non un endroit où habiter pour soi-même. Donc, ouais. c'est vraiment le détachement émotionnel qu'il faut ouais. faire. Ok. Donc là, on est à HEC Montréal, parce que tu fais le MBA. Parce que j'ai un ami, celui on s'est rencontré grâce à mon ami parce que lui aussi fait le MBA à HEC. Et donc ce qui est bien avec l'immobilier, c'est que tu as le temps de faire autre chose. En l'occurrence, un MBA qui demande quand même beaucoup de temps. Pour Oui, faire un MBA. beaucoup de temps. Donc ça prouve bien que l'immobilier, ça peut être assez passif pour Oui, c'est faire un MBA. C'est passif, mais souvent la grosse erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont mettre beaucoup de temps, mais qui n'est pas nécessairement valuable. Donc, ils vont peut-être mettre plus de temps que ce que ça prend réellement. Mais la perspective est toujours quel temps que je mets qui est le plus rentable. Parce que, veux pas, c'est pour ça que tu fais de l'immobilier, Ouais. c'est pour essayer d'aller trouver une source de Ouais. revenus supplémentaire. Ouais. Donc, Par rapport à ce que tu dis, souvent, donc moi l'erreur que je vois, c'est que les gens, ils vont acheter un appartement et ils vont vouloir le retaper eux-mêmes. Ça va leur prendre 2 ans, ils vont me passer toutes les vacances, toutes leurs soirées à faire ça. Ça va les saouler. Alors que moi, je leur dis non, en fait, faire les travaux par un pro et faites quelque chose qui vous rapporte plus. C'est-à-dire aller chercher une autre bonne affaire. C'est Ouais. là où on gagne de l'argent. C'est pas en mettant un coup de peinture soi-même ou en changeant les toilettes. ouais, je suis Donc, complètement d'accord. voilà. Je suis Mais, complètement ouais. d'accord. Puis c'est très commun comme erreur ici aussi. Là. Je sais pas si c'est la mentalité. Ils veulent Peut-être. économiser et ils se disent en plus, moi je C'est sais ça. faire donc je vais le faire. Moi j'ai de la chance d'être nul en bricolage donc je sais pas faire ça. donc je vais faire. De ça. Moi, en fait, ce que je crois, c'est que la meilleure façon, c'est d'évaluer lors de l'achat combien est-ce que ça vaut toutes ces rénovations-là, puis de le prendre en D'inclure compte. dans le prix. C'est ça, de le calculer prendre la en renta compte avec ça. dans le prix ou Bien dans sûr. l'investissement. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment, tu le rajoutes au montant Complètement. d'achat Ouais. ou aux dépenses qui Ouais. sont à faire, puis Et tu c'est... calcules ta renta avec ça et si c'est bon C'est tu ça. vas. Chacun a son métier. Je veux dire, Ouais. moi, je suis pas Clairement. menuisière. Moi, je suis investisseur. Donc, mon métier, c'est de trouver des deals, Ouais. des investissements prospères et Des non, bonnes affaires, complètement. et non de Et faire le non de travail mettre, manuel. Bien sûr. Exactement. C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Puis Bah, en tout cas, une erreur aussi qui est très commune, je trouve, c'est que les gens, l'argent, tu le fais à l'achat. Tu le fais. oui, quand tu achètes, tu quand le tu fais, signes. c'est ça. Tu le fais pas à la revente comme la croyance populaire. Ah, je vais récupérer mon argent en augmentant un peu le prix. Je vais réussir à trouver la Ouais. rentabilité que j'ai voulu. Non. L'argent, tu le fais. Est-ce que ce que tu achètes présentement est rentable et bon maintenant? Oui. S'il n'est pas rentable maintenant, il ne sera pas peut-être ou Non, éventuellement rentable. Il Je veux sera dire, peut-être tout ce dans qui est 20 ans, mais. ouais. C'est Ouais. ça. Puis tout ce qui est rentable maintenant va l'être encore plus Tout à fait. parce Complètement. que le marché va croître, etc. La grosse erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont vraiment mettre les émotions. Ils vont dire, j'aime cet endroit-là, j'habiterai là moi-même, je l'achète dans l'optique où probablement que le marché est en croissance, ça Ouais. va être vendable plus cher dans 20 ans. Mais c'est pas ça le but de l'investissement immobilier, c'est Faut d'avoir gagner les de l'argent rendements tout de suite, actuels. bien C'est sûr. ça. Ok. Puis c'est certain que tout ce qui est rentable actuellement va l'être encore plus dans l'avenir, mais le but c'est d'acheter quelque chose qui est rentable maintenant. Oui, complètement. Bah, merci beaucoup, Sarah. Ça fait plaisir? Et si vous avez des questions pour Sarah ou pour M, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo et je répondrai. Et peut-être que Sarah vous répondra aussi si elle a un petit peu de temps avec son MBA. Merci beaucoup et je vous dis à Merci. très bientôt. Salut.